Et quant à nous, je vous l'ai dit, ce soir, il n'y aura que des octogénaires sur ce plateau, des octogénaires dans la force de l'âge. Il y en a déjà 3 autour de moi. On va se demander ce que ça signifie d'avoir 80 ans aujourd'hui, en 2006. Ce sera après le soir 3, présenté par Marie Drucker. Bonsoir à tous, vous avez bien fait de nous rejoindre sur le plateau de Ce soir ou jamais. Aujourd'hui, nous fêtons les 80 ans, les octogénaires plus précisément. Et il y en a 6 sur ce plateau, des octogénaires, comme je l'ai dit, dans la force de l'âge. Ils continuent de travailler, ils écrivent, ils cherchent, ils jouent, ils pensent, ils inventent. Je vous les présente tout de suite. Maria Pacôme, vous êtes une star du théâtre de boulevard, comédienne mais aussi auteure à succès. Vous avez interprété 7 pièces dont vous étiez l'auteur et un monologue, Éloge de ma paresse. Vous venez d'écrire votre premier livre, Maria sans Pacôme. C'est pas une autobiographie, hein, c'est pas habituel non plus. C'est le récit de vos rapports assez tumultueux avec une de vos voisines. Que j'ai inventée. Voilà, une jeune voisine qui sait à peine que vous avez été une actrice célèbre. Et ce premier livre, vous l'avez écrit donc à 84 ans, c'est votre âge aujourd'hui. Le professeur Étienne-Émile Beaulieu, lui, à 80 ans, encore pour quelques jours. Je crois que vous allez avoir 81 ans la semaine prochaine. Et vous êtes toujours dans votre laboratoire. Vous êtes professeur honoraire au Collège de France. Vous êtes célèbre pour vos travaux sur la DHEA, la pilule de jouvence, l'hormone de jouvence plus exactement. C'est vous qui avez découvert sa sécrétion. Et vous êtes le père de la pilule abortive, j'ai peur de me tromper, la RU 486, c'est ça? Voilà. La pilule du lendemain, vous en êtes le papa. Roger Grenier, vous avez 88 ans. Et oui. Vous êtes écrivain, vous avez été journaliste. C'est Albert Camus qui vous a fait entrer à combat. C'était juste après la guerre. Votre premier livre est paru en 1949. C'était Le rôle de l'accusé. Vous êtes l'auteur du Palais d'hiver, de ciné-roman. Vous avez eu le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre en 85. Et vous venez de publier Instantané, 25 portraits de vos chers disparus, j'allais dire, dans lesquels on retrouve à la fois Albert Camus, Gaston Gallimard, Prévert, Julio Cortázar, Dominique Horry, l'auteur d'Histoire d'eau. Joseph Bialo, vous avez 84 ans, vous êtes écrivain, alors vous êtes l'auteur d'une vingtaine de romans, essentiellement des romans policiers, comme Le Salon du prêt à saigner ou Babelville. À 80 ans, vous avez écrit 2 récits sur votre expérience des camps de concentration nazis, vous avez été déporté à Auschwitz. La station Saint-Martin est fermée au public et c'est en hiver que les jours rallongent. Et puis va paraître le 17 janvier, le jour où Albert Einstein s'est échappé, c'est votre dernier roman, c'est l'histoire d'un homme qui s'échappe d'une maison de retraite où l'on enfermait ses petits-enfants pour rejoindre sa bien-aimée. Jean-Pierre, 83 ans, star du théâtre. Vous êtes entré à la Comédie Française en septembre 47. Vous en êtes sorti en 73. Vous avez joué tellement de pièces, je suis incapable de les citer. On va citer que les dernières, puisque vous jouez tous les soirs à la Comédie des Champs-Élysées à 19h, Prof. Une pièce de Jean-Pierre Dopagne, mise en scène de Gérard Kéris, et en tournée, il y a toujours votre spectacle sur Sacha Guitry. Et je le joue aussi à Paris. Et aussi à Paris. Alternance, une semaine. Et donc à la Comédie des Champs-Élysées, toujours. Ça s'appelle De Sacha à Guitry. Et enfin, Dominique Fernandez, écrivain. Vous êtes le Benjamin de cette assemblée, vous n'avez que 78 ans. Vous êtes entré aujourd'hui même à l'Académie française. Vous êtes donc désormais immortel. Quelles sont vos premières impressions? Vous savez, c'est un club d'amis, l'Académie française. C'est pas vous les connaissiez pompeux. tous, vous voulez dire? Oui, c'est pas du tout pompeux, c'est des copains, quoi. Alors, parmi les nombreux livres que vous avez écrits, on va citer Porporino ou Les Mystères de Naples, qui vous avait d'ailleurs valu le prix Médicis en 1974. Dans la main de l'ange, c'était en 82. Le dernier, c'est L'art de raconter. Et le prochain, qui sort en janvier, c'est Place Rouge, l'histoire d'un séducteur
qui, un peu lassé de la permissivité sexuelle qui règne à Paris, décide d'aller chercher le grand amour dans un pays plus romantique que le nôtre, en l'occurrence la Russie. Hein, il se rend à Moscou. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, avoir 80 ans ou dépasser 80 ans aujourd'hui, c'est devenu banal. Est-ce que pour vous, c'est également banal d'avoir eu ou d'avoir 80 ans? Oui. Non. Non. Bah non, Si. c'est pas agréable. Ah bon? Oh non. Non. Ah ben non, j'ai pas du tout envie de dire c'est formidable, je suis très joyeuse, ça va bien, mais je trouve pas extraordinaire et superbe d'avoir... Non, si je pouvais en gommer une dizaine, je serais contente. Non, moi je trouve que c'est une résurrection, la vieillesse, parce que toute la vie active, on est embêté par des contraintes, tout ça. Depuis qu'on est libre de faire ce qu'on veut, pourvu qu'on ait son esprit et son corps en état de fonctionner, je trouve que c'est merveilleux. Moi, je fais bien plus de choses maintenant, depuis 10 ans, que j'en faisais dans ma vie dite active. Je suis beaucoup plus actif maintenant. Jean-Pierre, vous avez eu une très belle phrase, vous avez dit mon âge, c'est mon plus beau rôle. Ben oui, parce qu'on parle beaucoup plus de mon âge que des rôles que je joue. Alors je trouve que c'est un très beau rôle. Cela dit, je crois qu'on ment tous. Comme on ne peut pas faire autrement, il faut accepter les années qui arrivent. Non, mais je ne vous dis pas que vous mentiez, hein, pas du tout. Mais enfin, je crois qu'il y a une petite hypocrisie tout de même normale, logique d'ailleurs, qui consiste à se satisfaire de l'âge qu'on a. C'est la seule solution qu'on a trouvée encore pour pouvoir le subir et l'accepter. Voilà pourquoi. Mais je ne vous demande pas d'être d'accord. Moi, je travaille beaucoup plus, parce qu'on dort moins quand on vieillit. Moi, 6 heures, donc je gagne 2 heures sur ce que je faisais avant, et je me lève tôt, et le rendement est beaucoup plus fort. Puis je sais que vous travaillez mieux, c'est ça la question mieux, aussi. Certainement C'est mieux. une question que je vais vous poser. J'ai Non. plein de questions, mais celle-là, on va l'aborder. Non, mieux parce qu'on a le sentiment que les années sont comptées quand même. On n'a plus l'éternité devant nous. Quand on a 25 ans, on est paresseux, on est mou, on est élastique, on se dit on a le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Je n'étais pas paresseux à 25 ans. Moi non plus, mais non, j'étais je très suis beaucoup actif. moins paresseux maintenant parce que je sais que j'ai peut-être encore 10 ans de vie vraiment productive, active pour écrire. Et donc, je ne perds pas une minute. Avant, on flâne, on perd son temps Moi, quand c'est le même. contraire alors. Ah oui? Ah oui, je deviens de plus en plus paresseuse et je dors de mieux en mieux. Professeur Beaulieu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous avez eu 80 ans, vous allez avoir 81 là. Est-ce que vous l'avez vécu de façon... Aujourd'hui, encore une fois, je le dis, c'est devenu banal d'avoir 80 ans et de les dépasser. Oui, mais c'est le grand phénomène d'ailleurs contemporain. Il y a vraiment un changement extraordinaire dans l'humanité dont il va falloir tenir compte à tous égards, hein, économique aussi bien que personnel, familial, etc. Cela dit, personnellement, moi je préférerais comme vous avoir 20 ans de moins. Mais cela dit, c'est comme ça. On fait comme. Et en plus, je crois, alors contrairement à ce que vous disiez, on n'a pas besoin de se laisser aller pour être, comment dire, compatible avec l'âge qu'on a. Je crois qu'on peut se bagarrer avec ça, qu'il y a de plus en plus les moyens pour le faire. Et d'ailleurs, je travaille justement, hasard ou pas hasard. À aucun instant. hein. Non, bien sûr, mais je veux dire qu'il y a quand même Non, il a dit, le on peut pas moyen faire, oui. positif de faire de cet âge. Et d'ailleurs, on ne sait plus ce que ça veut dire, d'ailleurs, vieillir. C'est très bien. Avoir de l'âge, prendre de l'âge, compter. Mais le vieillissement n'est pas une affaire numérique. C'est une affaire de santé, c'est une affaire de comme vous, c'est d'avoir encore envie de faire des choses positivement. Et entre parenthèses, vous voulez savoir quelque chose? On a eu à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine, il y a 2 jours, un symposium passionnant sur ces questions-là. Et ce qui a été démontré très récemment, et qui n'est pas encore publié, vous avez presque un scoop en quelque sorte à la fois sociétal et médical, disons, c'est que ce qui est véritablement fondamental pour vivre plus longtemps, je dis bien plus longtemps, donc mourir moins tôt, et puis avoir ce prolongement de vie dans des bonnes conditions, y compris et en particulier cérébrales, donc travailler comme vous le faites beaucoup, c'est véritablement d'avoir des activités et de ne pas s'arrêter de... C'est pas seulement travailler. Travailler, on peut s'arrêter, pourvu qu'on fasse autre chose. Mais il faut faire des choses, et des choses qui bougent physiquement, qui bougent Qu'est-ce que vous voulez aussi dire par quelque ce part. geste? Ce geste-là veut dire quoi? Bah, écoutez, interprétez comme vous voulez. Roger Grenier et Joseph... Oui,
Non, mais moi, toute ma vie, j'avais pensé que j'avais une limite qui serait l'an 2000. Hein. Oui. Et puis, dans le fond, la biologie a évolué, la durée de vie a changé. Alors, j'ai l'impression de jouer des prolongations. Moi. Mais enfin, c'est comme ça. Il faut changer ma mentalité, quoi, en fait. Mais il a dit un mot qui est intéressant, les prolongations. Ça veut dire que dans son idée, il fallait disparaître, arrêter à 60, 65, enfin ça a varié. Maintenant, c'est plus comme ça. Hein. Non. C'est Mais- tellement Oui, mais- différent d'une personne à l'autre, d'abord, des circonstances de vie, de l'entourage et tout ce qu'on veut, et la nourriture, que c'est pas des prolongations, c'est une façon d'être. Oui, Et non, d'ailleurs, mais c'est vous pour ça avez- que les règlements retraite à tel âge ou tel âge, Oui, oui. à mon avis, c'est complètement périmé. Non, mais C'est la très, vieille, c'est très la intéressant vieille ce conception. que vous dites, professeur. Mais Freud, par exemple, il a passé son temps à dire « Ah ben je mourrai à tel âge, puis je mourrai à tel âge, puis je mourrai à tel âge. » Bon. Freud Il a lui-même, été assez loin. il a été assez loin, oui. Joseph Bialot, vous avez l'impression de vivre des prolongations Moi, je dirais presque que j'en suis aux arrêts de jeu. C'est un autre problème. Mais moi, j'ai vraiment l'impression de vivre une deuxième vie. Et réellement, vous savez que vous connaissez mon passé en déportation. Je suis rentré en 45 et actuellement, à 84, bientôt 85 ans, j'ai vraiment l'impression que je vis une deuxième vie. Une deuxième vie qui a commencé en 45 ou qui La commence- deuxième. Oui, c'est ça, exactement. La deuxième. Et alors, par rapport... Pardon, je vous ai interrompu. Oui, Non. et alors moi j'ai une règle simple. J'ai décidé de vivre éternellement jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors là, on parle d'autre chose. Je vous propose de regarder par rapport à ce que vous disiez, le professeur Beaulieu, justement. Alors, aujourd'hui, tout le monde se félicite de l'allongement de la vie, à part pour le problème des retraites qu'on n'abordera pas ce soir. Hein, mais il fut un temps où on s'en inquiétait. Alors, à tel point que Jean Rostand, grand biologiste et écrivain, a été obligé de pousser quasiment un coup de gueule. C'était en 1955, je crois. Regardez Jean Rostand sur l'allongement de la vie, qui était déjà évidemment prévu à cette époque-là. La médecine, la biologie, grâce à la médecine, a déjà allongé considérablement la vie moyenne. Vous savez qu'en l'espace de 50 ans, la vie moyenne s'est accrue de 17 ans, lequel, je crois, on ne saurait assez insister. En un demi-siècle, 17 ans de gagné de vie moyenne, c'est-à-dire qu'un nouveau-né qui naît actuellement en 1955 peut se promettre 17 ans de vie de plus qu'un nouveau-né qui naîtait en 1900. C'est un gain extraordinaire, et alors que sera le gain d'ici l'an 2000 ? On dit sans doute, mais que fera-t-on de tous ces hommes que la science permet de vivre? Que fera-t-on de tous ces vieillards? La planète ne sera-t-elle pas encombrée? Que fera-t-on de toutes ces vies? Eh bien ça, il me semble que c'est vraiment se plaindre que la marine soit trop belle, et c'est vraiment un très beau danger. Je trouve que pour ma part, c'est un très beau péril qu'apporte là la science. Ce n'est pas à la science de résoudre le problème social, car c'est un problème social de faire vivre tous les êtres, mais la science, en se développant, crée à la société de nouveaux devoirs, et c'est le devoir de la société de donner les moyens de vivre à ceux à qui la science a permis de vivre. Il était formidable, hein, Jean Rostand. C'est vraiment du Rostand, C'est ça. le hein. fils d'Edmond Rostand. C'est le fils d'Edmond Ça, Rostand. c'est bien. En matière de prévision, c'est quand même assez formidable parce que, vous savez, ce qu'on sait maintenant, c'est-à-dire que les enfants nés en l'an 2000, depuis l'an 2000, donc il y en a qui ont déjà 6 ou 7 ans, la moitié atteindront 100 ans dans notre pays. Vous vous rendez compte ce que ça va être en 2100? La moitié des gens qui sont encore vivants auront 100 ans. Alors vous n'avez que 80 ans. Est-ce que vous vous sentez en phase avec votre époque? Parce que c'est aussi votre époque que la nôtre. Est-ce que vous avez cette impression d'ailleurs? Est-ce que c'est aussi votre époque? Et est-ce que vous vous sentez obligé d'être en phase? Mais c'est pas obligé. Bon, on est en phase parce qu'on vit avec des gens de notre époque. Et puis moi, je vis avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, ce qui entretient sera quand quand même même un petit peu obligé. la jeunesse. Et c'est pas un problème. Je veux dire, on n'est pas ramolli dans un coin, des croutons comme ça. On vit, quoi. Donc si on vit, on vit en symbiose, en harmonie avec son époque. On peut être en harmonie et avoir l'impression qu'on n'en partage pas les valeurs. Comment si. c'est vous, Maria Non, Paco? on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller non seulement être en harmonie, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en harmonie, mais en tout cas, disons, être bien et travailler avec des gens jeunes. Moi aussi, j'ai des étudiants très jeunes et ça va normalement et chacun amène son bagage. Mais ce qui est vraiment important, c'est demain, on peut très bien, à nos âges, permettez, avoir un futur non seulement rêvé, mais actif, et le faire et le réaliser. Et il y a Vous pas avez de raison, l'avenir. l'éternité, j'aime bien votre formule, allons-y.
Vous avez de l'avenir. Mais l'autre question, est-ce que vous avez l'impression que 2007, tout à l'heure j'ai dit 2006, hein, ma langue a fourché, mais on est en 2007, est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi votre époque? Ça me semble ahurissant d'abord déjà d'avoir l'âge que j'ai. J'arrive pas, non, c'est pas que j'en suis scandalisée et embêtée, je le réalise pas bien. Je le réalise, ça m'embête d'ailleurs. Tout à l'heure, monsieur disait qu'il pensait ne pas dépasser l'an 2000. Moi, j'ai longtemps comme ça, j'ai dit l'an 2000, je le verrai jamais. Puis d'un seul coup, l'an 2000 est passé, et puis je suis encore là. Et puis en pleine forme, ça va très bien, Là, que je ne suis pas en train de larmoyer. Je dis simplement, je suis épatée. Oui, mais est-ce que pour autant vous vous sentez obligé d'aller sur Internet et d'écouter de la techno non, je pour veux être pas en tout ça. phase? Ah non, je ne fais que ce qui me plaît. Non, Joseph non plus. Surtout pas. Non. Donc là, il y a un refus de ce qu'on appelle la modernité aujourd'hui. Non, mais vous prenez toutes les personnes qui sont là. On a tous connu presque la totalité du XXe siècle. On a tout vu. On a tout vu, toutes les horreurs, tous les progrès. Vous pourrez vous en parler mieux que moi. On a, depuis le développement de la radio, la télévision, enfin, je ne vais pas tout énumérer, on a tout vu et on a récolté quoi? Hein? Vous voulez que je m'aligne sur le... Toutes les horreurs, mais aussi vous avez vécu tous les progrès par la même occasion. Oui, mais l'un ne compense pas l'autre, hein, attention. Ouais. Jean-Pierre? Il y a quand même des instants où mon époque m'agace. Si vous voulez, c'est quand vous voulez avoir un carnet de chèques à la banque et qu'on vous dit quel est votre numéro de quelque chose, je sais le temps de trouver mon numéro de quelque chose. J'ai pas bien entendu votre message, appuyez sur le 3. Alors on appuie sur le 3, etc. Et alors, bon, vous avez trouvé le numéro, c'est 42. Non, le numéro ne correspond pas du tout. Alors ça, c'est agaçant. Parce que quand vous n'avez pas l'habitude de l'ordinateur ou d'Internet, ce qui est mon cas, heureusement, je fais du théâtre et je ne fais rien d'autre. Mais s'il fallait que je m'occupe de l'Internet maintenant et que je range mes petits machins et je ne sais même pas taper à la machine, c'est déjà, faut commencer par 2 doigts. Donc ça, c'est très agaçant. Et ça, on se sent C'est pas dépassé. exact ce que vous dites. Pardon? C'est pas exact ce que vous dites. C'est Les exact pour personnes moi. âgées, non. Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas vraiment essayé, parce que vous n'avez pas le temps. Mais Oui, si vous le non, mais preniez... je veux dire, ça m'ennuie, mais considérablement. Ah, si, Il y a je toujours ça. comprends, moi aussi, C'est en ça que mon époque Mais m'agace. en fait, Elle m'oblige à- d'expérience, c'est tout à fait évident que les personnes âgées apprennent très facilement tout ce qui est autour de l'ordinateur. Mais j'aime mieux apprendre les textes des autres que d'apprendre Oui, les vous avez problèmes. tout à fait le droit. Roger Grenier, qu'est-ce qui vous irrite dans cette époque? Non, mais je veux dire, on a l'air de ne pas se rendre compte, ou de vouloir ignorer que la civilisation a changé. Mais même elle a changé 2 fois à peu près. Et que, la technologie, ça apporte des tas de choses merveilleuses. Moi, je suis pour les ordinateurs à fond. Hein. Mais simplement, on va peut-être pas me comprendre. L'abandon du grec et du latin, ce qu'on appelait les humanités autrefois, c'est un véritable changement de civilisation. C'est-à-dire que les mentalités. C'était le premier dont vous parliez. Le premier changement de civilisation, ça a été ça. Oui, c'est le plus important peut-être à mes yeux. Quoi. Dominique Fernandez? Oui, mais c'est vrai, mais ça touche un petit nombre de personnes quand même. Il n'y avait pas comme tellement de gens qui apprenaient le grec et le latin. Ben, Moi, il y je en trouve avait que beaucoup. Hein. pour venir à l'ordinateur, moi j'ai mis du temps. Je ne voulais pas au début. Je pensais qu'il fallait vraiment écrire avec la main. Et je trouve ça formidable. On écrit beaucoup mieux avec l'ordinateur parce qu'on peut corriger jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'à peu près comme on faisait, par peur des ratures et d'avoir tout à retaper. Là, on peut travailler comme une pâte qu'on modèle. C'est formidable. Je sais pas, et ça, c'est quand même un progrès. Pas tout à fait de votre avis. Énorme, je trouve, Pas tout- pour la littérature même. Vous savez que les coupés, collés, tout ça, on peut changer. Quelquefois, une page est mauvaise parce que l'ordre des paragraphes n'est pas bon. Et avant, on disait, bon, ça passera quand même. Maintenant, on le change et c'est beaucoup mieux. Et on peut changer jusqu'à moins de virgule tout le temps. Et à une seconde, on retape, on réimprime, et ça, c'est quand même formidable. Moi, je fais une prédiction. Cet homme-là, il a un futur fantastique devant lui. Il vient de passer un cap qu'on appelle l'académie. L'immortalité. Bienvenue à l'Institut. Et donc, il a donc une nouvelle aventure, parce que même si c'était des copains avant, c'est comme pas la même chose d'assister tous les jeudis, etc. Je sais ce que c'est que d'aller à l'académie. Et en l'occurrence, il fait ça avec l'ordinateur. C'est extrait. Et la prédiction, d'après les études épidémiologiques actuelles, c'est que c'est la meilleure façon d'éviter d'avoir des troubles du mental, disons, et de vivre plus longtemps. Alors vous avez encore à la Et fois c'est le ça, nombre et problème. la qualité. La seule chose qui me fait peur, c'est justement la dégénérescence. Oui, du mais cerveau. vous êtes dans les meilleures conditions pour l'éviter, Bon, pour 2 raisons. Un, vous êtes actif, et 2, il n'y a qu'à vous regarder, vous êtes content d'être actif, et vous faites ça avec gaieté, disons, avec Oui, mais plaisir. on est quand même tous menacés
plus Tout on le monde avance est en menacé. âge, Vous par sortez dans la rue, Alzheimer ou par, vous êtes menacé d'être écrasé par une voiture. Oui, justement, Non, j'ai ça dit va, plus. J'ai dit, voilà, à tout âge, on est menacé par les chauffards, mais là, on risque de troubles du cerveau, d'attaques ou je sais pas Vous faites quoi. ce qu'il faut pour ne Est-ce pas. que, Bon, est-ce que- bravo. c'est l'idée de la vieillesse, c'est un naufrage, c'était le mot de Charles de Gaulle qu'on a souvent employé. Regardons, ben, C'est une autre époque. C'est un naufrage. voilà, je vous propose de regarder tout C'est de suite. l'époque où il y Ça avait sera à 100 ans, la retraite à peut-être. tel âge. Oui. Ouais. Maintenant, c'est plus comme ça. Regardez un C'est extrait à la carte. du Roi Lear de Shakespeare. Donc déjà, du temps de Shakespeare, il y avait des gens qui atteignaient votre âge aujourd'hui. Il y avait des octogénaires. Là, c'est une version interprétée par Michel Piccoli en 2006. Regardez. Je suis un vieil homme, très sot et radoteur, de plus de 80 ans. Pas une heure de plus ou de moins. Pour vous parler franc, il me semble que je vous connais, que je connais cet homme. Pourtant, j'en doute. J'ignore totalement quel est ce lieu. Malgré tous mes efforts, je ne reconnais pas ses habits. Je ne sais pas non plus où j'ai logé la nuit dernière. Ne vous moquez pas de moi. Aussi vrai que je suis un homme. Je crois que cette dame est mon enfant. Cordelia. C'est moi. Aujourd'hui, à la fois, avoir 80 ans, c'est devenu banal, mais en même temps, tout le monde a peur de ça. Vous avez entendu la première réplique Oui. La première réplique de Piccoli. Laissons tous ces radoteurs de plus de 80 ans. On n'a plus qu'à s'en aller tout de suite, parce que là, c'est Shakespeare, c'est pas moi qui le dis. Joseph ? Chose à propos du naufrage. Il y a un dicton chinois qui dit que celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Alors, comme si nous sommes tous des naufragés ici, puisque la vieillesse est un naufrage, moi je voudrais savoir quel bateau chacun a pris et quelle traversée il a faite. C'est ça la question. Et c'est ce qui explique le comportement de chacun. Vous avez un vécu. Hein, vous avez un vécu qui commence dans les années 20 et quelques, à peu près tout le monde. Hein. Et on a tous fait un voyage avant de devenir des naufragés. Quel voyage on a fait? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on en est content, vous voulez dire? Est-ce qu'on fait, c'est l'âge où on fait le bilan sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait? Je crois que le bilan on le fait en permanence. Oui. Et en plus, c'est pas, je trouve, une bonne question que vous posez. Je vais vous dire, parce que si vous regardez surtout en arrière ce que vous avez fait, personne ne vous empêche de le faire, naturellement. Vous pouvez être content, mais vous pouvez être aussi autocritique, pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui vous projette vers l'avenir. C'est d'avoir un futur. Et y compris, j'allais dire, physiologiquement. Il y aura les démonstrations au fur et à mesure, elles commencent à venir, que c'est vraiment, comme je le disais il y a un instant, extrêmement positif pour aller plus loin, sans démence, sans perte d'autonomie, et avec une vie plus longue. Est-ce que vous êtes tous obsédés par l'avenir, comme l'est le professeur Beaulieu? Non, moi je suis obsédé par la... Non, mais c'était pas méchant, mais vous je ne travaillez le prends dessus. pas comme méchant, c'est pas une obsession, c'est simplement un goût. Oui. Chacun. Mais on a le droit d'être différent, entre parenthèses. Bien entendu. On a le droit Moi, d'aller se moi, je reposer. suis préoccupé, pas obsédé, mais par le droit de mourir dans la dignité. Je fais partie du comité d'honneur, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on fait comme ça, parce que je crois que c'est vraiment la chose importante. C'est que si tout d'un coup on a un accident physique ou surtout mental, qu'on puisse demander à quelqu'un ou à un médecin de vous faire une piqûre. Et c'est encore très discuté, très controversé, puisque même le pape, qui se dit chrétien, le condamne l'euthanasie en Italie. Il y a ce pauvre type en italien qui était dans une chaise avec des tubes, qui s'est donné la mort volontairement, qui l'a demandé. Et le pape a refusé les obsèques religieuses. En Italie, vous savez, c'est un drame. Je trouve ça vraiment criminel. Alors, si l'Église en est encore là, qui a quand même encore un peu d'influence, malheureusement, il y a beaucoup de gens encore qui sont contre. Et je trouve que c'est vraiment un des problèmes de société, dans la mesure où il y a quand même beaucoup de gens âgés qui peuvent, d'un jour à l'autre, avoir ou un Alzheimer ou une attaque. Je suis entièrement il se fait que je fais partie du même comité que vous, à cet égard, donc je partage vos idées. Mais la vraie solution n'est pas encore celle-là. La vraie solution, c'est d'éviter, justement, de plus en plus, la période de dégradation, la période qu'on appelle de démence. Quand elle arrive. Non, mais attendez. Oui, j'attends.
le job des gens comme moi, c'est de faire en sorte qu'elle n'arrive pas, que finalement, Elle arrive quand même. on fasse le mieux possible. De plus en plus, on va avoir une société âgée sans vieux. Ah, c'est merveilleux. C'est le paradis, c'est le cas, alors. C'est bien ça, hein. C'est- tout de suite. Elle vient d'inscrire, Moi, je vois la première. C'est le cas ici ce soir, c'est l'impression que vous nous donnez. Justement, parce que, arrêtons de parler d'euthanasie, et parce que ça, justement, ce qui m'intéressait, c'est votre présent. Est-ce que vous êtes tous des gens qui travaillez, vous cherchez toujours, vous jouez toujours, vous écrivez toujours. Est-ce que vous avez l'impression d'être meilleur aujourd'hui dans votre métier qu'hier? Moi, je m'excuse, mais pour moi, certainement. D'abord, l'accumulation d'expérience et le métier fait qu'il y a des tas de fautes que je faisais plus jeune, ou des erreurs, ou des embardées que je ne fais plus, c'est inutile. Je contrôle mieux ce que je fais, je sais ce que je ne sais pas faire, donc je n'essaye pas de le faire. Il y a des scènes, des genres de scènes que je ne sais pas faire, donc je ne les sais même plus. Et je sais ce que je peux faire, et là, j'exploite le savoir, l'expérience que j'ai acquis. Ça, c'est très net. D'ailleurs, j'écris plus vite et plus maintenant, depuis 10 ans, avec un meilleur contrôle, une meilleure... Enfin, oui, je suis beaucoup plus productif. Enfin, évidemment, ce n'est pas moi de juger la valeur de ce que je fais, mais moi, j'ai l'impression d'être bien meilleur. Et alors, vous deux qui êtes acteurs, vous êtes les deux seuls qu'on peut voir travailler. Oui, non, mais Jean-Pierre pour les acteurs, il y a quelque chose de cruel. C'est qu'il y a des rôles qu'on ne peut plus jouer parce que l'âge est arrivé. Mais Moi, oui. j'aimerais bien jouer le mariage de Figaro, je n'ai plus l'âge. J'aimerais bien rejouer encore Cyrano, n'importe quoi. Je n'ai plus l'âge de ça. Et ça, c'est assez cruel parce que c'est une réalité précise qui vous situe exactement dans le temps tel que vous êtes. Et malheureusement, la dramaturgie, il y a beaucoup moins de rôles de vieillards, à part le Roi Lear, mais il y a beaucoup moins de rôles de vieillards que de gens jeunes ou de 60 ans. Non, parce que la dramaturgie est toujours un tout petit peu concernée par ce qui est jeune, entre 30, 25 et 60 ans, si vous voulez. Mais ça peut changer, qu'est-ce que vous Elle savez? n'a pas changé. Non, ça peut changer. Ça Je ne sais peut pas. changer. Vous savez, ça n'a pas beaucoup changé en 3 siècles, en tout cas. Alors, Oui, évidemment, mais- on peut avoir Et l'optimisme. la durée de la vie n'a pas non plus beaucoup changé, J'entends bien, mais... sauf dans les 50 dernières années. C'est certain, mais si vous voulez, il y a peu de rôles intéressants de vieillards à l'heure actuelle. Non, mais je vous Car entends. l'avare, si vous jouez l'avare à 60 ans, c'est très bien. Si vous le jouez à 40, c'est très bien. À 90, vous n'avez peut-être plus le souffle nécessaire pour assumer le rôle et les difficultés d'un rôle. Et ça, c'est une réalité qui est assez dure à accepter, quoi. Je me sens, et Maria est exactement dans le même cas, on se sent apte mentalement à jouer tel ou tel autre rôle qu'on a joué déjà précédemment, mais physiquement, les jambes ne suivent Moi, pas, quoi. C'est le je problème. me trouve meilleure qu'avant. Et je travaille les gambettes. Mais Maria Pacôme, Je me trouve meilleure, mais moins bien physiquement, voilà. on va vous regarder. c'est exactement ça. Tu Car comprends quand on reprend un rôle, on se dit, mais on l'a joué très mal finalement, et on se rend compte qu'on le jouait mieux, mais on n'a plus l'âge de le jouer. On va regarder, puisque vous êtes les deux seuls qu'on peut voir travailler, Maria Pacôme et Jean-Pierre. Maria Pacôme, on va vous voir dans Éloge de ma paresse, que vous avez créé, vous aviez 80 ans, hein, à peu près. Oui, il y a 3 ans. Voilà, et Jean-Pierre dans Prof, que vous jouez actuellement, on regarde tout de suite. Ma petite cousine, souvent, on l'arrête dans la rue et on lui dit « Mais quel âge elle a ?» On ne lui demande pas « Est-elle heureuse en ce moment ? Prépare-t-elle quelque chose d'intéressant ?»« Non, non, mais quel âge elle a ?» Voilà. Quand il me lance des fleurs sur scène, c'est pour voir si je peux encore les ramasser. Non, c'était pas moi, c'était Marlène, la grande Marlène qui disait ça. « Non, on me lance pas de fleurs, ni de tomates, enfin, pas encore. Pas encore. » Autrefois, vous vous seriez levé. On se levait toujours quand j'entrais. Autrefois, dans ma vie antérieure, je vous aurais dévisagé d'un large regard semi-circulaire et autrefois, je vous aurais dit « Asseyez-vous ». Vous étiez dans le même théâtre, hein, en plus. Oh, mais quand même, il a une sacrée séduction. Hein. Hein, Il a une sacrée séduction, Jean, il le sait, ça. il est beau encore, vous voulez dire. Ah, Oui, il il y a a dit 3 ans, il encore, était un c'est peu embêtant. ça. Pardon. Oui, on était à la hauteur de la Gaîté, tous les deux. Oh, Lui, oui. il était à 6h30. J'ai un moi, souvenir à 8h30. exquis avec elle. Exquis. Tu te souviens? Mais c'est intéressant, ça encore. Quoi? Ça veut dire, Ah, là. ça l'impressionne. Tout la- est là. La numérique, Oui, oui. l'impressionne. Et encore à une grande importance. Mais ça va. Bien sûr. On ne peut pas passer d'une époque à une autre, ce qui est en train de se faire. Powell disait une chose très juste d'ailleurs. Le drame de l'homme, c'est qu'il ne meurt pas dans la société qu'il a vu naître. Et c'est pas faux. C'est une Surtout forme de pour, drame. nos générations. Oui, bien sûr. C'est la question que je posais tout à l'heure, justement, sur le fait, est-ce que vous vous sentez encore dans votre époque? Oui, malgré tout, oui. Moi, je trouve oui. ça toujours amusant votre de changer de époque. société, Ah oui, justement. C'est pas parce que la société a changé que vous ne changez pas. Non, mais c'est amusant d'être né. Moi, j'ai connu 3 ou 4 sociétés différentes.
Eh ben, c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui vous maintient jeune d'ailleurs, c'est de voir que la société change. Si c'était toujours pareil, soi-même on vieillirait. Mais on est forcé de se rajeunir à chaque changement de société. Il y a eu 68 par exemple, il y a eu, par exemple, c'est une charnière, ça donne un coup de jeunesse formidable à tout le monde, je crois. Est-ce que c'était mieux avant? C'est une particularité de française que de croire toujours que c'était mieux avant. Oh non, C'est différent. Non. C'est pas mieux, c'est différent. C'est pas comparable. C'est ni mieux ni pire, c'est différent. C'est pas le même univers. On a tous vu naître la radio, on a tous vu naître la télé, on a vu les premiers... Sauf quoi, comme disait tout à l'heure Jean, cette manière de téléphoner, appuyer sur ça, tout ça. Alors là, oui, ça me tue. Non, mais les gens ont souvent l'impression qu'avant c'était plus calme, qu'on gardait son travail, qu'on vivait... Il y a un humoriste qui a dit un jour, qui a répondu une seule chose à quelqu'un qui disait « l'époque est abominable ». Et pourquoi? Parce qu'avant c'était mieux, bon, il n'y a rien à faire. Mais vous avez remarqué que les gens ont oublié qu'autrefois on n'avait pas tous des salles de bain, qu'on n'avait pas de voiture, que le confort a énormément augmenté, que la santé est bien meilleure. La preuve, vous êtes très nombreux aujourd'hui à atteindre vos âges, qu'on est plus riche qu'avant aussi. Déjà, les gens n'en ont pas plus confiance. d'impôts qu'avant, alors on n'est pas plus riche qu'avant. En moyenne, on est plus riche qu'avant. Oui. L'époque est formidable. D'ailleurs, tout ce qu'on vit, c'est la vie, et c'est formidable, la vie. Il faut la prendre, la mordre, la saisir. C'est ça qui est bien. Ça, je partage vraiment ce que vous dites là, vraiment, parce que la vie, je l'adore. Et ça, j'ai pas envie de la perdre. Et j'aime ça. Oui, c'est vrai. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Mon seul regret, c'est que je ne connaîtrais pas 2050, évidemment. Allez savoir, avec le professeur Beaulieu, il travaille. Je vais lui demander le secret, mais j'aimerais savoir comment sera l'humanité très différente encore dans 50 ans, évidemment. C'est formidable, on ira, je sais pas, en fusée sur la Lune, on fera des choses extraordinaires. Bon, bah, tant pis, mais tout ce que j'ai vécu, moi, c'est énorme. Depuis mon enfance à aujourd'hui, c'est merveilleux. Là. Le monde s'est multiplié, décuplé, centuplé. Et moi, je profite de tout ça, je participe. Je me sens beaucoup plus riche de toute mon époque, quoi. Vous avez, Roger Grenier, vous avez senti tous ces progrès. Pour vous non plus, c'était pas mieux avant? C'est une fausse... Non, je dis pas que c'est... Non, je pense pas que ce soit mieux avant. Enfin, c'est différent, très différent, quoi. J'ai pas de nostalgie du passé. Même j'ai l'impression que j'ai vécu des choses beaucoup plus horribles que je n'en vivrai maintenant. Alors, ce qui a un peu étonné le métier que je fais, puisque je suis dans l'édition et la littérature. Et tout à l'heure, en écoutant Jean Rostand, tout à coup, j'ai dit, mais je l'ai connu, ce type-là. Bon, j'ai eu affaire à lui, j'ai travaillé avec lui pour des livres des histoires de réédition de livres. Et alors, en effet, il n'y a pas de semaine, pour pas dire de jours, où je l'entends. Ah, il n'y a plus que toi qui as connu. Alors c'est ça ma fonction maintenant. Il n'y a plus que toi qui as connu. Et grâce à quoi, d'ailleurs, on me fait faire des bonds dans le passé dont j'aurais été bien incapable. D'où, d'ailleurs, les instantanés que vous venez de publier sur tous ces disparus. Oui, bah, ceux-là, bon, c'est vrai. Ceux-là, mais par exemple, un jour, j'étais à Ottawa, je devais passer à la radio. Et il y avait une charmante jeune femme qui devait m'interviewer. On lui avait dit que j'avais été lié avec Albert Camus. Et puis le temps qu'on fasse les couloirs, les escaliers, tout ça, elle arrive, ça s'est un peu embrouillé dans sa tête. Elle me dit, alors comme ça, vous avez bien connu Proust. Peut-être Victor Hugo aussi. Tant qu'on y est, oui. Je vous pose la même question d'ailleurs, Joseph Biello et Roger Grenier. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes meilleur aujourd'hui dans votre métier que vous ne l'étiez? Ah, très nettement, oui. C'est peut-être de notre satisfaction, je ne sais pas. Mais moi, oui, je crois que j'ai radicalement changé d'écriture. Mais radicalement. Il suffit de prendre le premier que j'ai écrit. Mon premier, c'était un polar à la série noire. Et ce qui sort là, c'est radicalement différent comme écriture. Roger Grenier aussi? Ben, je pense que j'ai fait un peu de progrès dans l'écriture. Hein. Bon, c'est ça que je peux dire. Hein. Oui. Professeur Beaulieu? C'est plus compliqué que ça pour moi. D'une part, incontestablement, j'ai une vision plus large, forcément. C'est l'expérience, c'est des relations avec des scientifiques de tous les genres, c'est aussi l'éclatement de la science, qui est la multiplication. Donc, évidemment, je fais plus de choses, j'essaye de comprendre plus de choses. C'est presque un défaut. On a envie encore d'en faire plus que d'habitude. Mais d'autre part, il y a quand même une difficulté, justement, de faire la place, ce qui est nécessaire. Il faut faire la place, il faut faire attention, à mon avis, en tout cas dans l'activité que j'ai, qui est non seulement de chercher, mais de trouver, c'est de faire la place aux gens plus jeunes qui, de toute façon et normalement, voient les choses de façon différente. On n'est pas placé de la même façon dans l'échelle du temps.
Et il faut s'adapter à ça et savoir faire la place aux nouvelles conceptions. Et ça, c'est quelquefois difficile. On a l'impression qu'en accumulant, on en fait plus, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il y a des choses qui sont radicalement différentes, qu'il faut savoir avoir le courage, même quelquefois, de regarder et de s'inspirer, alors qu'on sait que celles-là, on ne les mènera pas à bien, parce qu'il faut encore 50 ans pour le faire. Bon, ne rêvons pas. Au-delà des conceptions qui sont forcément différentes, est-ce que, de par la vie qu'ils ont eue, les gens de 20 ans, aujourd'hui de 25 ans, vous semblent très différents de vous ? Du fait qu'ils sont nés dans une autre époque, dans un autre confort, qu'ils n'ont pas traversé les mêmes épreuves, sont-ils différents ? Oui, ils sont forcément différents, puisqu'ils n'ont pas l'expérience, mais ce n'est pas une raison pour ne pas... On se comprend très bien, je veux dire, on s'enrichit mutuellement. Les jeunes ont besoin des plus âgés, et les âgés des plus jeunes. Bien sûr, et bien sûr. Mais est-ce qu'ils vous paraissent un peu étranges ? Non, moi pas du tout. Moi, je vis avec des jeunes et je ne passe pas du tout étrange. Il n'y a pas une étrangeté que d'avoir vécu dans un monde totalement pacifié. Je parle de la France. C'est curieux, vous qui n'êtes pas très vieux, apparemment. Je ne pense pas que vous avez 80. Exception. Eh bien, vous êtes tout le temps en train de nous ramener au passé. C'est intéressant. Hein, oui, vous avez raison. Vous voyez vraiment ça avec la numérique, les 80, et puis ce qu'ils ont fait, ils le racontent. Et on croirait que c'est la seule spécificité des gens. Je n'ai pas absolument rien fait dans ma vie, mais je n'y pense pas si souvent. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je pourrais faire demain et le choix. J'entends bien, mais là, c'est pas du tout pareil. Là, je vous posais une question sur le présent, c'est-à-dire justement sur ces jeunes que vous côtoyez, à savoir, est-ce qu'ils peuvent vous sembler étranges de par le fait qu'ils ont... Je me demande si la jeunesse n'est pas plus inquiète que nous l'étions, nous, au même âge. Ouais. Je crois qu'elle est plus inquiète. Si on voit les jeunes acteurs, enfin moi je parle uniquement de mon secteur, les jeunes acteurs sont inquiets de leur avenir parce qu'ils savent que c'est difficile. Nous le savions aussi, mais c'était moins difficile. Moi j'ai commencé à faire du théâtre dans les années 43, 44. C'était moins difficile. Il y avait des organisations précises de tournées en province, il y avait des choses comme ça. Ça s'est diminué parce que, il y a des distractions autres que le théâtre. Le théâtre ne représente l'univers de la distraction. C'est pas uniquement le théâtre. Il y a la télévision, il y a d'autres choses. Le cinéma s'est développé considérablement. Donc les jeunes acteurs, les jeunes sont plus conscients de la difficulté de la vie, de leur avenir à assurer. À 20 ans déjà, ils ont ces inquiétudes-là. Je crois qu'en sciences, c'est la même chose. Oui, la compétition est absolument fantastique. La compétition est dure, fantastique. Et en plus, c'est ça la grande différence actuelle avec ce que nous étions. Qui n'ont pas leur esprit encombré par des vieilles choses, parce qu'il y a aussi ça. Oui. C'est bien d'avoir de l'expérience, mais ça peut être contre-productif quelquefois, parce qu'on a un peu tendance à, je dirais, radoter pour se critiquer soi-même. Mais il faut savoir justement, c'est ce que j'ai essayé de dire il y a une seconde, faire la place aux ouvertures, à la façon de faire nouvelle, sans passer. Et c'est pour ça que je crois qu'une des caractéristiques pour les gens qui ont de l'âge d'avancer, c'est véritablement de regarder en avant sans trop recommencer à reparler tout le temps de l'ancien. Vous nous mettez trop dans le passé. C'est plus difficile, certainement. Pour les jeunes écrivains ? Oui, parce que c'est un livre à 3 semaines de temps maintenant. Il y a plus de gens aussi. Hein. Quoi ? Il y a aussi beaucoup plus de gens. Il y a plus de gens, mais si un livre en 3 semaines, il n'y a pas de presse, les libraires n'en veulent pas, il est mort. On le pilonne, on le solde, fini. C'est la compétition, on dirait, qui semble plus difficile. Avant, un livre avait 6 mois ou 1 an de vie possible. Maintenant, c'est très très rapide. Il y a une accélération fantastique et ça, c'est très dur pour les jeunes écrivains. S'ils ne s'imposent pas tout de suite, c'est fini. Ils sont morts, quoi. Mais pour les écrivains de votre âge aussi, parce que votre livre peut mourir aussi vite que les autres. Bien sûr, mais quand nous, on a la chance... d'être déjà connus. Bon, oui, un petit peu, donc on dure un peu plus que 3 semaines quand même, mais enfin, nous aussi, tout le monde est menacé, oui. Ouais. Mais ça, la compétition, Joseph Bialot Non, mais moi, je crois que les jeunes sont différents sur un point, c'est au niveau de l'angoisse. Nous, on a connu l'angoisse d'une guerre qui était évidente, qui allait arriver et qui a été féroce, tout le monde le sait. Les jeunes d'aujourd'hui, moi, c'est une chose qui me rend enragé, j'apprends qu'un tel, bac plus 8, bac plus 6, est au chômage. Et ça, comment peut-on vivre à 25 ans ou à 23 ans ou à 24 ans avec cette angoisse? Je me suis crevé, j'ai fait les études, je débouche sur rien. C'est en ça que les jeunes sont différents par rapport à ma génération, du moins c'est ce que je crois. C'est drôle parce que vous avez tous l'air de dire que le monde est plus dur aujourd'hui pour les jeunes de 25 ans, alors qu'on pourrait croire qu'il était plus dur pour vous. Non, moi, je n'ai pas dit ça comme ça. Non, mais c'est pour ça que je regardais à droite. Quand même, je me souviens, à la veille de la guerre,
l'horizon paraissait complètement bouché, on ne savait pas quel métier faire, si on n'avait pas d'argent, si on n'avait pas beaucoup de diplômes. Alors on disait, bon, ben, il va y avoir la guerre, alors bon, eh ben, si on n'est pas tué, on restera dans l'armée. Hein, ouais. On disait ça, mais j'étais pas seul, hein, j'étais pion à Clermont-Ferrand à ce moment-là, et on disait tous ça. Bon. Donc c'était pas un avenir très souriant. Non, le monde est dur parce qu'aujourd'hui, il faut savoir très vite, il faut prendre une voie très vite. Parce qu'avant, on pouvait attendre plusieurs années, voilà, tout ça. Maintenant, il y a une telle rivalité, une telle compétition entre dans un métier, entre les divers candidats à ce métier, qu'il faut se décider vite et réussir vite. Oui. En plus, il y a un culte de la réussite aujourd'hui, qui est, enfin, en littérature, avant, un écrivain qui ne vendait pas était aussi respecté qu'un qui vendait. Maintenant, c'est celui qui vend qui est respecté. C'est le côté marchandise qui l'emporte sur le côté valeur littéraire. Et ça, c'est très dur pour les jeunes écrivains, je crois. C'est un autre débat. C'est tout le problème de la distribution, de l'édition, etc. Ça mériterait une séance spéciale. Qu'est-ce qui vous semble étrange dans les jeunes générations aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une étrangeté pour... Justement, c'est drôle parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure. J'ai toujours été entourée de jeunes. Bon, mon fils, il a 40 ans, l'autre. Et j'étais entourée de toute une bande de jeunes tout le temps. Mais je réalise maintenant que je suis ça va très bien avec eux, c'est formidable, ça va. Mais ils ont 40 ans. C'est pas 20 ans. Les 20 ans d'hiver, c'est vrai, j'allais vous dire spontanément, oh, mais non, moi je suis très bien, ça va très... Oui, parce qu'ils ont 40 ans. Et les 20 ans, là, c'est autre chose. Je ne les connais pas, ceux-là. Quand je les vois, bon, quand on parle, bien sûr, mais c'est pas pareil. Et quand vous les regardez à la télévision, si vous les voyez à la télé, ils vous semblent étranges ou... Ah non, étrange, absolument pas. Ah non, absolument pas. Non, rien d'étrange, simplement... étranger, mais enfin, à part ça, c'est simplement que... C'est le jean qui est différent. Ils ont quelquefois des choses, je suis pas... Non pas que je ne suis pas en accord, mais ça ne me convient pas, c'est pas mon truc, quoi. Mais j'insiste sur le fait que ça va très vite maintenant. Entre 40 ans, c'est rien du tout, c'est rien, je ne sais pas l'âge que vous avez, vous. Mais quand ils ont 20 ans, ça va très très vite. Oui, mais quelqu'un de 15 ans trouve vieux quelqu'un de 20 ans maintenant. Ouais. Hein, ça va, année par année, on est repoussé dans la... Oui, un homme de 40 le garçon de mon fils qui a 40 ans, il voit une grande différence avec... Oui, c'est ça qui est drôle. Avant, c'était pas... je crois que c'est... Je m'exprime mal peut-être, vous comprenez quand même? Non, vous avez très très bien compris. Qu'est-ce que vous... on a tendance à penser que la sagesse vient avec l'âge. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui que vous ne saviez pas à 60 ans, à 40 ans ou à 20 ans? On sait moins encore. Vous en savez moins? Ah oui, on sait moins. Parce que quand on est jeune, on est péremptoire, on affirme, on assène des trucs. Et puis, on a toujours raison. Avec l'expérience, comme tout est démenti toujours, on sait qu'on ne sait plus rien. Oui, mais on est ouvert. Permettez-moi de ne pas accepter ce jugement non scientifique. C'est juste le constat. C'est un jugement d'artiste. En tout cas, dans mon domaine, évidemment, je ne parle pas. Oui, là, vous avez, permettez-moi, une coquetterie sympathique, mais. Non, on doute beaucoup. Je vous ai lu il y a longtemps et c'était pas mal. Non, mais on est très péremptoire quand on est jeune, mais moi, je continue à être aussi à penser aussi que j'ai raison, un truc comme ça. J'ai pas fait beaucoup de progrès de ce côté-là. Je crois que j'ai un côté un peu profond et un côté très très léger. Et pour ça, je vis comme ça jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'ai raison. Je ne sais pas. La question n'est pas là. Simplement, je constate que je me trouve par moments très légère. Aussi légère qu'avant. Mais c'est bien d'être léger, il faut être léger. Oui, mais d'autres choses sont très profondes et très intelligentes. Mais dans l'ensemble, c'est assez léger. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous savez aujourd'hui? Il faut défendre la légèreté, je suis pour la légèreté, au contraire. On en a beaucoup plaisanté. Ah non, pas du tout, non, c'est vrai, si on se prend au sérieux gravement, c'est ennuyeux pour les autres. Mais l'idée qu'on ne s'est jamais défendue par Dominique Fernandez, ça rappelle forcément la chanson de Jean Gabin. Les paroles étaient d'ailleurs de Jean-Louis Dabadi. Et Gabin, qui à l'époque était un peu le vieux sage du cinéma français, avait fait un tube énorme avec cet hymne justement à l'âge mur. C'était les paroles de Jean-Louis Dabadi et c'était ça le refrain. On va l'écouter. Mais à l'époque, c'était 60 ans, hein, c'était cet âge-là. Et il a l'air, vous allez voir, il a l'air plus vieux que vous. On regarde tout de suite Jean Gabin, en 76. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.
C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Franchement, pas gai ce que vous avez mis. Et en plus, je trouve intéressant parce que vous êtes quand même absolument dans cette idée que c'est vraiment, vous avez choisi, c'est pas nous qui avons choisi cette intéressante performance de Gabin, mais c'est quand même, à mon avis, exactement ce qu'il ne faut pas faire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sage et comprendre qu'on ne sait pas assez et qu'on ne sait pas bien, etc. Mais il n'y a pas de raison d'avoir ça. Ça ne donne pas le goût de vivre plus longtemps, alors c'est quand même un cadeau fabuleux que les hommes se sont donnés de vivre plus longtemps en bonne santé et de profiter, on ne sait pas ce qui va nous arriver après, mais cette terre n'est pas mal quand même. Mais hein. je vous rappelle que c'était il y a 30 ans et qu'il ne dit pas qu'il n'y a plus rien à vivre, il dit qu'on ne sait jamais. Et ça ne l'empêche pas de vivre. Elle est très triste. Il est toujours à sa Il est fenêtre. toujours à sa fenêtre, dit-il. Ce qui prouve tout de même qu'il regarde le lointain. Oui, mais c'était aussi l'image du vieillard de l'époque à sa fenêtre, puis enfin, ce qui n'est plus vrai Je aujourd'hui. crois qu'il ne faut pas trop philosopher là-dessus, mais c'est tout de même écrit avec beaucoup de charme et de légèreté. Oh, évidemment. Et vous savez qu'il avait fait ça en 2 prises. 2 prises. Il a dit, dites-donc, j'ai pas tellement le temps de m'occuper de votre truc, alors boum, 2 prises. Il faut le faire. Hein. Et il chantait très bien, Dag Gabin, il avait commencé Oui, il chanteur. avait commencé à chanter. Oui, il avait commencé été un boy de Miss Tinguette. Oui, il était le boy de Miss Cinquette, avec ça, ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous arrêter? Puisqu'encore une fois, vous êtes tous très actifs. On Est-ce est que la toujours à la question fenêtre, se non, pose? En ce moment, on peut voir dans Paris, même dans toute la France, des affiches de Johnny Hallyday qui annonce sa dernière tournée et qui a Oui. donné il a 64 ans. Et il a vendu 60 000 places d'ailleurs parce qu'il annonce sa dernière tournée. Voilà. Alors, Je ne suis pas très certain de Voilà, la... il y a le côté marketing. Ouais, on peut faire du marketing là-dessus. Oui. Les chanteuses d'opéra, ça dure 10 ans, là, leur tournée d'adieu. On peut penser que ce sera la même chose, mais en fait, Parce qu'il y a Paris, puis à Province, puis l'étranger, puis on revient à Paris pour un dernier On va avoir un petit adieu, moment de etc. lassitude, mais Voilà. enfin, Non, mais on remet ça le enfin, pour lendemain. l'écrivain écrira tout ça jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout, il n'y a pas de raison. Ouais. Tant Et que son esprit fonctionne. quand vous avez une ligne scientifique à développer, vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout et vous savez que c'est relativement long. Alors, cela dit, on est lucide, hein. On sait que ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. On sait aussi qu'on n'est jamais indispensable, qu'il y aura toujours quelqu'un pour prendre la suite de toute façon. Mais soi-même, c'est quand même un tel plaisir de créer quelque chose, d'aller jusqu'au bout, qu'en plus ça peut servir aux autres, qu'il n'y a aucune raison de penser que on a envie de s'arrêter. de la science. Et de ça, toute c'est que façon- vous ouvrez sur l'avenir. C'est les poupées russes. On sait que quelqu'un vous succédera et trouvera grâce à vous d'autres choses qui amélioreront encore votre découverte Ce qui est précédente. intéressant dans Ça, le c'est cas- la science qui est un Oui, privilège. à cet c'est un égard-là. grand privilège. Ah oui. C'est vrai que c'est différent d'un acte d'art instantané. Vous l'avez fait, et il ne serait pas Non, puis nous, remplacé. les Vous êtes distributions unique. sur Père Lachaise qu'on Nous, peut les on faire. est mais- interchangeables. Allez. Mais de toute façon, si on s'arrête, on meurt. Moi, je sais, si j'arrête d'écrire, ça veut dire que je décide de mourir, quoi. Joseph Bialo aussi. Absolument d'accord. Ouais. Si j'arrête, c'est fini. Johnny Hallyday dit qu'il veut s'arrêter au sommet de ses capacités. C'est intéressant de savoir qu'il a 64 ans, il pense que c'était au sommet. limitées, ils sont qu'elles sont limitées. Non, il insiste sur le fait, là aussi c'est un métier où on vous voit, et il dit qu'il ne veut pas Oui, c'est déchoir. différent. Là aussi, C'est vous vous êtes différent. posé la question, D'accord, Maria différent. Pacôme. Bah, moi, je m'arrête alors. Voilà. Moi, je l'ai décidé. Je ne veux plus faire de... Bon, pour le théâtre, c'est définitif. Oui. Par exemple, alors que les gens, je l'admire. Non, Pourquoi? Non, Parce que vous maintenant, avez peur d'être moins bonne ou d'être moins... ah non, pas du tout. Je trouve ça trop fatigant. Ah oui. Ah oui, je trouve ça vraiment très... J'en pouvais plus.
Je disais non, c'était. D'abord, je suis bouffée par le trac. Bon, tout le monde, on est plus ou moins, c'est même pas la peine d'en parler. J'étais vraiment trop, c'était trop. J'ai l'impression vraiment que je bouffais ma vie. J'ai envie de faire autre chose. En même temps, un peu de télé, un peu de cinéma. Oui, d'accord. Mais le théâtre, pour moi, c'était un esclavage. Il m'entendait tous les soirs. Oui, mais je t'écoutais avec bonheur, c'est pas du tout la même Oui, chose. mais en même temps, aussitôt que je suis enceinte, je suis heureuse. Donc Oui, c'est très bizarre. C'est un peu. Mais c'est comme ça. Je voulais plus avoir peur. Vous restez, abandonner, vous restez faut pas actif abandonner. si vous faites du cinéma. Ah à la oui, télé, bien c'est pareil. sûr. Mais Oui, vous j'ai m'avez- plein de choses. vous J'ai m'avez- écrit. Oui. Oui. Vous m'avez dit écrivez juste aussi. avant cette émission que c'était aussi votre dernière émission de télé. Ah oui, Vous étiez c'est sérieux ma dernière émission de télé en coquets, temps. ces acteurs, Non, non, c'est attends, pas non, c'est possible. exact. Oh là Non, là. je- Vous voulez dire mais ne dites pas ça. aujourd'hui, quoi, Je il est suis en déjà train de dire la vérité là. Dernière Non, ce soir. c'est ma dernière émission C'est pour ça, parler oui, de exactement. moi. C'est ça que j'ai voulu dire. Je ferai un peu de télé ou de cinéma, mais pour parler de moi en tant que Maria Pacôme, je veux plus. Ah, vous voulez bien faire des fictions, mais vous ne voulez plus. Ah oui, voilà. C'est vraiment Je veux votre bien dernière jouer émission de un télé peu- ce Ah soir. oui, ça alors, je l'ai dit, la dernière fois j'ai annoncé au théâtre, j'ai tenu bon, je l'ai annoncé au théâtre de Nancy, j'ai dit c'est ma dernière représentation, et je sais que je ne monterai jamais plus sur scène, au théâtre, et là je dis c'est la dernière fois que je suis à parler de moi, un peu à parler en tant que Maria. Je le dis parce C'est que vous me fini, l'avez ça. dit avant Oui, l'émission. je ne savais donc même c'est- pas que vous alliez en parler, mais moi je le dis, c'est pas du c'est tout pas une une coquetterie. conséquence de cette Pour moi, c'est- émission. je suis ravie de finir avec vous parce que c'est super, c'est une émission que j'aime, mais c'est fini. Je ne parlerai plus jamais de moi. Je ne parlerai plus en tant que Maria. Mais autrement, oui, une bonne télé, un bon film, ok. Vous y avez pensé, Jean-Pierre, arrêter Ah, pas du tout, non. J'ai du tout, Pas lui, du c'est un fou. Un fou Non, de pas théâtre. du tout, non. Ouais. Pourquoi Non, non, mais. Les gens qui... Vous jouez encore? Oui, je joue encore. Oui, bah Ça y est, oui. ça commence. C'est ma joie Recommence quotidienne. encore. Oui, bien sûr, le encore est capital. Mais ça, c'est la question des indifférents, ou au contraire de ceux qui Est-ce s'intéressent à que, vous. je pose la question à Roger Grenier, mais j'en connais la réponse, puisque c'est le sujet de son livre, est-ce que vous avez le sentiment de nous relier à un certain passé? C'est-à-dire, Maria Pacôme, dans votre livre, vous racontez par exemple que vous étiez très jeune, vous avez été à la Mutualité, je crois, et vous avez levé le poing, c'était Maurice Thorez qui faisait un discours. Ouais. Et quand vous m'avez raconté ça la première fois, je me suis dit, ben voilà, il y a quelqu'un en face de moi qui a vu Maurice Thorez à la Mutualité en 36. c'était peut-être au Veldiv. Au Veldiv. Ouais. Est-ce que vous vous en faites... alors, évidemment, vous nous reliez à ce passé. Est-ce que vous en faites profiter ceux qui vous entourent et pas seulement dans vos livres Oui, mais on radote très vite quand même. hein. Ah bon C'est ça, oui. Non, mais simplement, ce qui m'a poussé un petit peu à écrire ce livre, qui sont des portraits d'écrivains tous disparus. Bon, d'une part, c'est pour pas avoir d'ennui avec les vivants. Hein. Si j'avais pris des vivants, pourquoi pas moi, bon. Mais d'autre part, parce que je suis alors très, très effrayé par la façon dont l'oubli vient très, très vite. Des auteurs qui n'ont pas démérité et qui vivaient encore il y a 10 ans, il y a 20 ans, on dit, les gens vous disent qui c'était. Vous avez tous ce sentiment qu'il y a des gens qui vous ont accompagné, que vous avez très bien connus, et qu'aujourd'hui... À de jeunes acteurs de un tel et voyez dans l'œil inconnu au bataillon, ça vous colle 10 ans de plus. Ah oui, mais c'est aussi normal. En science, à mon avis, le plus grand succès, c'est de découvrir quelque chose dont finalement les gens oublient que vous, ou enfin quelqu'un, est l'auteur, que ça devienne le bien commun. Et ça, c'est l'apport, entre autres, de cette activité à la culture. Ça devient fondamental, ça devient la vie vécue de tout le monde. Vous ne savez pas qui a inventé ce avec quoi, quand vous prenez votre téléphone portable, quand vous tapez sur votre ordinateur, ça, vous ne savez pas tout ça. Même pas d'ailleurs les transports hygiéniques des huîtres à Paris, vous ne savez pas qui l'a combiné, etc. Donc, non, on oublie, c'est normal, c'est la vie, on est des êtres humains, on vit en Mais société. comme vous le dites, c'est toute la difficulté. Comme vous le d'ailleurs. dites, les scientifiques sont souvent de célèbres inconnus Oui, c'est ça. de leur temps, ce qui n'est pas le cas ni des écrivains ni des acteurs. Ah non, mais c'est autre chose. Ouais. Non, je parlais pour la littérature. Là, les écrivains sont oubliés très, 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 très vite. J'ai hein. compris ce que vous disiez, bien Oui. sûr. Vous avez raison. Moi, Il ne faut bon, pas l'oublier. quelqu'un, je sais pas, comme Pierre Daninos, qui avait eu des succès absolument Les fabuleux. carnets du Major Thompson. En quelques semaines, ça avait grimpé à plus d'1 million, enfin bon. Et quand j'ai appris sa mort, je savais qu'il avait déménagé. J'ai voulu avoir l'adresse de sa femme pour lui écrire. Bon, je vais au service de presse d'une grande maison d'édition quand même. Je dis, vous n'avez pas l'adresse de Daninos? Il dit, qui c'était? Ah oui. Et voilà. Là, c'est très cruel. Ouais. Ah, il y a beaucoup d'écrivains merveilleux qui sont... Et même plus récents. Enfin, bon, Oui, qui n'ont pas été médiatisés, qui n'ont pas eu de succès oui. populaire, ou même ceux-là, et le nom a totalement disparu. Même chez les gens relativement cultivés, c'est ça. La grande différence entre vous et moi, si je peux dire, c'est que
Vous, c'est normal que ce soit ennuyeux, qu'on oublie, parce qu'une œuvre d'art est unique. On arrive à... La découverte scientifique, c'est autre chose. Si on ne le fait pas, tôt ou tard, quelqu'un d'autre la fera. Alors, évidemment, de la faire au bon moment, ça peut aider les gens, les soigner, les faire vivre plus longtemps, mieux, etc. Mais c'est différent comme perspective. Et par conséquent, on n'a pas ce même regret de l'oubli. C'est très intéressant, mais quand même moins important de la façon dont on a découvert, le style du type, que ce qu'il a découvert. Alors, il y a quelqu'un qui... Oui, Roger. C'est pas la même chose en art. Non, mais un nouvel exemple. Tout récemment, il y a un éditeur qui me dit « J'ai envie de réimprimer le livre de Claude Roy, qui est ce reportage sur la Libération de Paris qui s'appelle « Les yeux ouverts dans Paris insurgé ». Ouais. Il dit « Mais alors, il faudrait que vous fassiez une préface pour expliquer aux gens qui est Claude Roy parce qu'ils ne savent plus du tout. » Alors ça m'a scié complètement. Il y a quelqu'un qui avait eu l'intuition de ça, c'est Sacha Guitry, et je voulais qu'on termine cette émission en parlant de Sacha Guitry. Il y a d'ailleurs Jean-François Balmer et Denis Podalides qui vont nous rejoindre. Guitry a eu cette idée géniale qu'il... Entrez, asseyez-vous. Il a eu cette idée géniale, dès l'invention du cinéma et dès qu'il a pu, il est allé filmer les grands génies qui étaient encore vivants à son époque et qui étaient parfois très âgés. C'est comme ça qu'on lui doit les seules images qu'on a évidemment d'Auguste Renoir, de Rodin, de Camille Saint-Saëns, d'Edmond Rostand dont on parlait, de Monet, j'en oublie sûrement, Rodin je l'ai dit, bref, et puis évidemment de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt qui avait 72 ans, filmée par Sacha Guitry. Regardez, on va voir Sacha Guitry vieux, mais aussi Sacha Guitry jeune, dans des images évidemment sans le son, puisqu'il a tourné ça à l'époque du cinéma muet. Un peu plus tard, il a fait le commentaire, on regarde tout de suite. C'est maintenant en DVD. Regardez Sarah Bernhardt. Voici celle dont mon père disait que nous l'appelions Madame, mais Madame en deux mots, car elle était véritablement Notre-Dame du théâtre. Voici celle que je considère comme ma seconde mère, voici Sarah Bernhardt. Personnage fabuleux, légendaire, incomparable actrice absolument géniale. Je dirais même plus, géniale à volonté. Et cela tenait réellement du miracle. Elle avait 72 ans ce jour-là. Elle vivait depuis 50 ans avec un seul poumon, depuis 30 ans avec un seul rein, et depuis 15 jours, hélas, avec une seule jambe. Elle était le courage personnifié. D'un homme de 50 ans qui mourait, elle disait « faut-il qu'il soit bête ». Ce jour-là, elle venait de mettre pour la première et pour la dernière fois d'ailleurs la jambe articulée qu'elle s'était fait faire. Et elle préparait une dernière tournée en Amérique. Et désormais, on l'a portée de ville en ville. D'ailleurs, elle a toujours été portée en triomphe. Ça vous a beaucoup fait rire, Maria Pacôme. Oh, oui, il lui manquait toujours. On me demandait s'il en restait là. Oui, ça m'a fait rire. Mais de toute façon, je l'ai entendu, Sarah Bernhardt, c'était inaudible, c'est pas possible. Vous l'avez entendu? Oui, parce que l'admiration que Sacha Guitry lui porte, c'est pas possible. Oui, je l'ai entendu. Les enregistrements étaient de très mauvaise qualité. Vous l'avez entendu sur un enregistrement, vous ne l'avez jamais vu jouer. Je crois pas. Le problème des enregistrements, c'est pas la même chose. C'est pour ça que là, c'est muet, donc le problème ne se pose pas. Vous savez qu'elle a fait sa rentrée dans Attali. Elle a fait sa rentrée dans Attali et bon, alors on dirait comment va-t-elle faire? Jambes de bois, portée sur scène, jouer assise, jambes de bois. Sûrement, avait répondu Feydeau, ça lui permettra de frapper les 3 coups, ce qui était assez charmant. Il y avait le poète Jean Follin qui racontait, tout jeune, à 18-20 ans, il est arrivé à Paris venant de sa Normandie natale et il dit, oui, puis alors je suis allé à la Comédie Française parce qu'il y avait Sarah Bernhardt. Alors il dit, ah bon, mais alors qu'est-ce qu'elle jouait? Elle dit, je ne sais pas, parce que pendant toute la soirée, je me suis dit, tu vois quelqu'un qui a baisé Victor Hugo. C'est très joli. Alors, comme vous le savez tous, cet automne, on fête le 50e anniversaire de la mort de Sacha Guitry. Alors, cet auteur qu'on disait léger pendant toute sa vie se joue aujourd'hui dans tous les théâtres avec un énorme succès. Ce réalisateur de cinéma dont on se moquait, on est obligé de reconnaître aujourd'hui que c'est un très grand cinéaste, extrêmement inventif, extrêmement moderne. Et on croyait que depuis longtemps, on avait fait justice d'un certain nombre de ragots qu'on a pu dire sur Sacha Guitry à la fin de la guerre, en particulier en ce qui concernait sa collaboration. On l'a traité de collaborateur, on l'a traité d'antisémite. Et puis, très récemment, il y a eu un téléfilm qui était consacré à Max Jacob, Monsieur Max, qui vous a fait bondir, Jean-François Balmer, qui a été diffusé sur Arte. Alors, c'est un téléfilm de Gabriel Aguillon, écrit par Dan Franck, et dans lequel c'est Jean-Claude Dreyfus qui joue Sacha Guitry. On les a invités tous les trois, aucun ne pouvait venir ce soir. Le producteur n'a pas voulu nous donner d'extrait non plus. Mais je vous ai fait venir, vous, Jean-François Balmer, parce que vous avez joué Guitry
pas jouer du Guitry, mais jouer Sacha Guitry dans l'affaire Guitry, qui racontait justement l'affaire Guitry, c'est-à-dire son jugement à la Libération. Qu'est-ce qui vous a fait bondir, vous, dans le fait que 50 ans après sa mort, on ressorte ça? Non, mais je trouve que c'est tellement injuste et fatigant et tout de même terriblement lassant de colporter encore de pareilles inepties, quand même. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé que Fabrice Cazeneuve avait très très bien fait. C'est le réalisateur de l'affaire Guitry, qui est passé sur FR3. Sur FR3 en septembre. Je crois d'ailleurs semble-t-il qu'il va repasser, parce qu'ils ont choisi le 24 juillet, qui était la date anniversaire de sa mort. Oui, c'était en juillet. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu vraiment. Et puis, non, mais je pense que c'est une manière tout à fait décente, normale et évidente de jouer un personnage et avec un tout petit peu de subtilité et d'honnêteté. Et le contraire est malhonnête, quoi. Alors effectivement, dans Monsieur Max, on voit un Guitry collaborateur, quasiment l'ami des Allemands. C'est ce qu'on lui a reproché à la Libération. On va regarder tout de suite un extrait de l'affaire Guitry que vous interprétez. On voit son arrestation tout de suite. C'était passé effectivement en juillet et pas en septembre cet été sur France 3. N'était-il pas scandaleux de rouvrir les théâtres quand tant de Français se battaient pour la liberté? J'aurais été cordonnier, j'aurais rouvert ma cordonnerie, monsieur. Comme les boulangers ont continué de faire du pain et les instituteurs de donner leurs cours. Il y en avait bien aussi pour conduire le métro, y compris avec des Allemands dedans. Bon, j'ajoute que toutes les pièces que j'ai choisi de jouer, Pasteur, Désiré Clary, Louis XI, chantent à la gloire de la France. C'est exact, monsieur le juge. Voici par exemple un extrait de Désiré Clary. Quel que soit le destin qui vous est réservé, aimez par-dessus tout la France. C'est le plus beau pays du monde. Je reconnais aux étrangers le droit de penser que le leur est plus beau, et même, je le souhaite, pour qu'ils n'aient pas l'idée de nous prendre le nôtre. Mais soyez convaincus que le plus beau pays du monde, c'est la France. Et si vous la voyez dans le malheur, relisez son histoire, elle s'en tire toujours. Tout cela s'est dit pendant 3 ans, au nez et à la barbe des Allemands. Il n'y avait absolument rien dans le dossier de Guitry. Il Pourquoi vous était dites totalement innocenté. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Là, c'est extraordinaire. Mais c'est passé, là, dernièrement. Eh oui, sur le câble, alors. C'était en juillet. Ah oui, peut-être. Ah bah oui, mais moi c'était oui. Ah oui, en tout cas, effectivement, ça va certainement repasser. Mais encore une fois, le dossier était vide. On l'a d'ailleurs, il a été condamné absolument à rien, mais qu'il était à Drancy. Pourquoi à l'époque le motif de l'arrestation était marqué sur un petit papier. Motif de l'arrestation ignoré, c'est tout de même une petite chose. Voilà. Et puis il a eu 2 non-lieux. À une époque, on n'était pas câlin avec ceux qui, justement, auraient pu collaborer. Et troisièmement, les attendus du dernier non-lieu, je ne vais pas vous dire les termes exacts, mais c'est la conduite de M. Guitry aurait pu servir d'exemple à quelques-uns. Bon, donc, ça, ce sont des preuves précises. C'est dans les annales de la justice. On avait fini donc, avec ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire un film sur le contraire. Ça, c'est autre chose. C'est le talent, ou l'intérêt, ou le goût d'un créateur de présenter une autre image de Guitry. C'est son droit le plus strict. Mais il est contraire à la réalité historique. Voilà ce qu'on peut dire, car il a été accusé de collaboration. Quand on dit, est-ce qu'il n'est pas normal d'ouvrir les théâtres, il ouvre avec Pasteur. Or, Pasteur, c'est une pièce où, à la fin, le président de la République vient décorer Pasteur de la Légion d'honneur. Vous imaginez une salle en septembre 40 où on joue la Légion d'honneur, enfin, on remet la Légion d'honneur, on joue la Marseillaise, tout le monde est debout, y compris les Allemands qui sont bien obligés de se lever. Et ils vont trouver Guitry qui est dans sa loge, parce que, bon, ils vont remercier, pas remercier, bon, enfin, on a envie de voir M. Guitry, c'est une gloire mondiale à cette époque-là. Et Guitry raconte l'histoire d'une façon très simple. J'ai prié, je suis un homme bien élevé, j'ai prié
prié l'officier allemand de s'asseoir dans ma loge pour un quart d'heure, mais pas pour 4 ans. Un point, c'est tout. C'est aussi simple que ça, quoi. Justement, Denis Podalides, actuellement vous êtes à Chaillot, vous jouez un chapeau de paille d'Italie, hein, mais vous allez lire du Guitry le 15 décembre dans le cadre de l'exposition qui lui est consacrée à la Cinémathèque française. Et alors vous avez eu envie de lire justement la façon dont Guitry se défend à la Libération. Voilà, c'est un livre ça fait énorme, partie de ce livre qui est un livre absolument magnifique qui s'appelle 4 ans d'occupation et qui est une merveille. Alors, bref exposé de l'aventure. D'ordinaire, voici comment les choses se passent. 1. Un crime est découvert. 2. Un homme est soupçonné d'avoir commis ce crime. 3. On l'interroge. 4. On l'inculpe. 5. Enfin, on le met en prison. Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit pour moi. 1. On m'a mis d'abord en prison. On m'a par la suite inculpé. On ne m'a interrogé qu'après. Puis l'on m'a soupçonné de n'être pas coupable. Et l'on s'est enfin demandé quel crime j'avais bien pu commettre pour avoir été mis en prison. J'ai un placard. Un autre petit. Mais ce livre est pas démenti, hein. Jamais. Non, puisqu'effectivement, comme le motif ignoré de l'arrestation. Dans l'avant-propos, je me suis tu pendant 3 ans. Je me suis tu d'abord pour la bonne raison qu'on ne m'a pas laissé parler. Les journaux refusaient mes rectifications. Ils m'accusaient de tout et de n'importe quoi. D'avoir été pro-allemand, d'avoir fréquenté Stulpnagel, d'avoir touché 18 000 francs sur les comptes secrets de la Compagnie du Gaz, d'avoir reçu chez moi Göring, enfin d'avoir été pendant 4 ans d'occupation le modèle accompli du collaborateur. Ils savaient bien que c'était faux, mais là n'était pas la question. J'avais été choisi comme tête de Turc et je devais payer pour tout le monde, et tout de suite encore. C'était l'occasion ou jamais. C'était l'occasion inespérée pour eux, tant espérée par eux depuis 15 ou 20 ans. Pas d'attendrissement. Pas de demi-mesure. Il convenait d'aller cette fois jusqu'au bout. Il fallait me traîner devant un tribunal. Il fallut que c'en fût fini de ce bonheur que chacun d'eux considérait comme une injure personnelle. Dès lors, imaginez l'accueil qu'ils ont pu faire aux rectifications qui leur sont parvenues. La radio, n'en parlons pas. Et puis un troisième petit passage, un texte qui s'appelle « Antisémite ». Mon cas doit être unique. J'ai pendant 4 années passé pour être juif et je passe à présent pour être antisémite. J'ai dû fournir aux Allemands les preuves absolues de mon arianité. Et voilà qu'aujourd'hui, je dois me disculper d'une accusation qui n'est pas moins absurde. Me dire antisémite, alors qu'en 1939, j'avais pour avocat Pierre Masse, pour médecin Wallich et pour producteur Sandberg. Me dire antisémite, alors qu'en somme, je confiais ma santé, mes intérêts et mon honneur à 3 juifs. Elle n'est pas seulement absurde et non fondée, cette accusation, elle est en contradiction même avec l'attitude courageuse que j'ai prise à l'égard des Juifs dès les premières heures de l'occupation. Or, si depuis 1 an, nous voyons les Israélites soucieux de découvrir tous ceux qui secondaient les Allemands dans leur criminelle entreprise, il ne m'apparaît pas qu'ils aient la curiosité de retrouver ceux qui n'ont pas craint de les défendre au péril de leur liberté. Ils ne sont pourtant pas nombreux, ceux qui se sont occupés d'eux pendant l'occupation. Qui s'en sont occupés pour leur faire du mal, je n'en ai vu que trop, mais pour leur faire du bien, je n'en connais pas 3. Etc. Et ensuite, il donne des listes. Mais alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on en a voulu à Guitry, à la Libération, au point, effectivement, de le maintenir en prison sans qu'il y ait absolument rien dans son dossier? Pourquoi tant de haine? Parce qu'il était certainement l'homme le plus glorieux sur le plan du métier qui était le sien, cinéaste, écrivain de théâtre, acteur aussi, le plus glorieux parmi les plus glorieux. Donc ça suscite, non peut-être pas des haines, mais enfin en tout cas des agacements. Jean-François Belmer? Oui, absolument. Bien sûr. Absolument, non, mais c'est pour prendre sa place. Il y avait beaucoup de jalousie, quoi, quand même, forcément. Joseph Il y a un autre élément qui joue, c'est qu'il faut se replacer dans le contexte de la Libération. Les 4 années dont tu parles ont été tellement atroces, tellement épouvantables, tellement folles, que les exécutions sommaires et les arrestations de ce genre ont été monnaie courante et sont normales dans une époque comme celle-là. Je ne justifie rien, je n'accuse personne. Il a eu la chance de ne pas être tué, d'ailleurs, de ne pas être non, fusillé. Il aurait pu l'être. Non. Et il vivait sur un pied qui n'était pas exactement celui de chacun. Il raconte, j'ai vu la mort. Il y a un type qui est arrivé avec un revolver. Il a ouvert la porte. Hein, il avait un revolver à la main. Il n'était pas pour le lui offrir. Hein. Alors, à l'époque, on peut comprendre qu'il a suscité des jalousies, que l'époque était trouble, et qu'on voulait prendre sa place. Il disait lui-même, si je me souviens bien, mais ils veulent tous ma place, mais quand bien même ils l'auraient, ce serait encore ma place, ce ne serait pas la leur. Oui, il a été renommé président de l'Union des artistes au mois de juin.
Et il a été arrêté le 23 août 1944, c'est-à-dire donc 2 jours avant la libération officielle, comme s'il était nécessaire d'arrêter Guitry pour prouver que la France avait collaboré. Mais c'est la France qui a été sous l'égide, ou en tout cas la protection, ou en tout cas l'autorité du maréchal Pétain, qui a été collaboratrice, on le sait, c'est évident. Mais pourquoi aujourd'hui, 50 ans après sa mort, alors qu'on croyait avoir fait le lit de ces accusations, encore une fois, il a été disculpé, on n'en parlait plus, pourquoi est-ce que tout à coup, on éprouve le besoin de recommencer? Vous savez, on recommence aussi on commente et on recommence toujours les procès anciens de l'histoire de France, c'est amusant. Jeanne d'Arc, oui, ça aussi. C'est toujours contre le talent, on se venge du talent par... Toujours, mais enfin, je veux dire, c'est banal, les jalousies, le mot a été prononcé, c'est extraordinaire, c'est bon. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Dan Frank qui a écrit le scénario ou Gabriel Aguillon qui a fait le film sont jaloux de Guitry. Le n'est pas authentique, on le dit. Le journal d'Al Frank. On dit qu'il y a des gens très, très sérieux qui disent non, que je parlais de Dan Frank, l'auteur du scénario. Non, pardon. Je croyais au journal. Je dis, ils ne veulent pas prendre la place de Guitry aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on éprouve le besoin, effectivement, de remettre ça sur le terrain? Parce que, encore une fois, c'est un ragot. C'est très difficile quand il y a une calomnie de remonter. Et il en reste toujours quelque chose, comme dit Beaumarchais. La calomnie, monsieur, vous ne savez guère ce que vous dédaignez, c'est ça la première phrase. C'est très difficile de remonter quelque chose quand quelqu'un a été vraiment flétri, de le considérer comme innocent. C'est très difficile. Bon, j'aurais bien aimé qu'il soit là, mais ils m'ont dit qu'il ne pouvait pas venir. Mais il a eu un mot merveilleux. C'est vous l'avez rencontré, Jean-Pierre? La Libération, j'en étais le premier prévenu. C'est tout de même très joli, ça. La Libération, j'en étais le premier prévenu. On ne peut pas faire mieux, quoi. Vous l'avez rencontré, Guitry? J'ai rencontré en 1948, oui. À propos, justement, de la recréation dans le film du Diable boiteux, de la recréation, ou de la création, plus exactement, du Barbier de Séville à Valençay, la propriété de Talleyrand. Et je l'ai rencontré à cette occasion-là, et moi je croyais que j'allais démarrer au cinéma grâce à Guitry. Non, il avait besoin de la tirade de la calomnie pour des raisons extrêmement précises et personnelles. Et vous aussi, Roger Grenier? C'est une rencontre fabuleuse, quoi. Oui, enfin, je n'ai pas pris ça au tragique, ça m'a plutôt amusé. Voilà, un jour, je devais interviewer Sacha Guitry. Alors je vais chez lui, rue Élysée-Reclus, dans ce petit hôtel particulier, là, qui a été détruit depuis, je crois, oui. Et alors, c'était plein de domestiques qui couraient partout en disant « Maître, maître », ça. C'était assez amusant. Bon, et puis, je fais mon interview, et puis à la fin, il me dit « Mais au fait, là, rappelez-moi, c'est pour quel journal ?» J'ai dit ben, « C'est pour François, c'est Lazareff qui m'envoie. » Il dit « Ah, mais alors je retire tout ce que j'ai dit parce que je suis fâché à mort avec lui, il n'est pas question, donc ne publiez rien, je vous l'interdis. Ça va, au contraire, ça sera beaucoup plus agréable, ce sera une conversation intime entre nous, ça vous laissera se souvenir, etc. Bon, je m'incline, hein, bon, qu'est-ce que je pouvais faire? Mais 8 jours après, j'ouvre François, il y avait un grand article de Sacha Guitry. Eh bien, une autre histoire. Ouais. Bon, il paraît, mais Jean-Pierre va peut-être me dire que c'est pas vrai ou que c'est inventé. Sa première femme, Charlotte Lisès, elle aussi était internée à Drancy. Et alors, quand il l'a vue arriver, il a dit « Un malheur n'arrive jamais seul. » Oui, ça c'est vrai. Eh bien, on va se quitter sur ces bons mots de Sacha Guitry. Oui, il n'y a pas que des bons mots de Sacha Guitry. Moi, je trouve que c'est plutôt une œuvre, c'est plutôt un esprit. Oui, non, je parlais de ces bons mots-là. Hein. Non, ces bons mots-là, pardon. Voilà. Mais aujourd'hui, plus personne n'en doute. Aujourd'hui, plus personne n'en doute que c'est une œuvre et que c'est un grand artiste. Il y a un langage, il y a une écriture, Guitry, c'est incontestable. Sinon, son théâtre ne tiendrait pas le coup s'il n'y avait pas une écriture. Il est agréable à lire, Guitry, Denis Podalides. C'est une merveille. Il y a un style, d'ailleurs, qui est très caché, d'ailleurs. Son style littéraire est extrêmement étonnant parce qu'il n'y a pas l'apparence d'un style. Il n'y a rien d'emphatique. Un mot par un autre quand on non. C'est impossible. Mais l'extrême difficulté, je pense, de le jouer, tous les mots sont choisis et il y a derrière cette espèce de musique. Parce que lui, entre parenthèses, disait qu'il ne se considérait pas comme un grand acteur. Il disait qu'il jouait très très bien les mots, ce qu'il écrivait. Son théâtre. Et son théâtre. Et c'est la raison pour laquelle, quand il est arrêté,
moi, par exemple, je n'ai pas du tout cherché à imiter parce que c'était plus du tout lui qui écrivait le texte. Par conséquent, il n'allait plus parler exactement de la même chose. Il n'était plus au théâtre, il n'était plus en représentation. Il était aux côtés et il était un peu chaloupé par ce qui lui arrivait. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait essayer de le jouer un petit peu derrière. Jean-François Balmer a joué Guitry. Vous avez joué du Guitry, Maria Pacôme. Vous avez joué du Guitry. Non, parce que je suis en train de penser en fonction de Guitry, là. J'étais au cours Simon à ce moment-là. J'étais toute jeune, hein. J'avais 17 ans, 18 ans. Et j'ai souvent pensé après que si, à cette époque, quelqu'un m'avait dit « Va voir Guitry », il aurait sauvé mon petit frère. Parce qu'il était capable de choses comme celle-là, mais j'étais trop jeune. Mais dites-nous en deux mots pourquoi, pour votre petit frère, parce oui, qu'on ne le sait pas. Oui, parce qu'il était fusillé, il était arrêté, et qu'à ce moment-là, je suis sûre, j'ai toujours... Mais ça, c'est quand on rumine les choses. J'ai pensé, Guitry, j'ai dit, voilà, un homme, j'aurais dû aller le voir. Il m'aurait écouté, et il aurait fait quelque chose. Parce que mon petit frère avait été condamné à mort, il a attendu 3 mois avant d'être exécuté. Il aurait fait quelque chose. J'ai souvent eu cette espèce de... En pensant, ouais, j'ai l'admiration pour Guitry normale, bien sûr, mais c'est une chose qui m'a toujours obsédée. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Voilà. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci à tous d'avoir été là ce soir. On se retrouve lundi et on se quitte avec Mousse et Hakim. Ce sont des anciens de Zebda, de 100% collègues et des motivés. Ils nous interprètent ce soir une chanson de Cheikh El Hasnaoui. C'est un très très grand du shahabi, de la musique algérienne. Et vous allez nous chanter son plus grand tube. Ça s'appelle La Maison Blanche. C'est à vous. الجزاير ستهول كل مسواني مزدهول خبالة نوري سوالا la maison blanche à la maison blanche الجزاير ستهول كل مسواني مزدهول خبالة نوري سوالا la maison blanche à la maison blanche تدخي مستيماوينا عملها شاستيلاوين ويسعن ولستحمين الهمني وولاش همني وولاش سترول الهم صار وسوق ندور وسو شكار سو تاكسي يكرو الغبار لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش سترول الهم صار وسوق ندور وسو شكار سو تاكسي يكرو الغبار لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش الفرق جيما زال الهمامي تمازال تلاوي مكسنت المالي بوج لنواش بوج لنواش
الجزائر تتهول كل مسوان مزدعول قبالة وريزول لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش الجزائر تتهول كل مسوان مزدعول قبالة وريزول لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش تدخي ما ستيل ما وين عامل حاشا ستيل وين ويسعد وليستهنين الهمني وولاش همني وولاش سترول الهم صار وسوق ندور وسو شكر سو تاكسي يكرور غبار لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش سترول الهم صار وسوق ندور وسو شكر سو تاكسي يكرور غبار لا ميزون بلانش لا ميزون بلانش